et bienvenue à tous dans Bonjour d'Algérie. Donc, ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Et puis, notre matinale aujourd'hui est aussi diversifiée que les images qui viennent de défiler dans notre générique début. J'espère que vous en apprécierez le contenu. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment grand plaisir à parler d'une catégorie en particulier, puis aussi d'une initiative en particulier. Il s'agit de Senior Travel. Point des aides. Donc, il s'agit d'un groupe de seniors très actifs qui ont choisi d'unir leurs forces pour profiter de la beauté de notre pays et le parcourir d'est en ouest et du sud au nord. Donc, on parlera du détail avec le fondateur et président de ce groupe de personnes donc âgées de plus de 50 ans et qui ont choisi de s'initier à la belle vie et au bien-être. Alors, pendant que les seniors s'initient au bien-être et à la vraie vie, donc les plus jeunes essayent de s'introduire et de comprendre un petit peu les codes du monde du travail qui les attend, donc le monde professionnel en l'occurrence, à travers justement cette association scientifique dont on a déjà parlé, l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, donc qui prépare ces étudiants en pharmacie au monde professionnel et aussi à travers des activités scientifiques et pédagogiques et aussi l'insertion à travers la promotion de la santé publique auprès de citoyens. Donc depuis 2009, elle est très active cette association. Aujourd'hui, elle s'intéresse en particulier à une pathologie, l'asthme en l'occurrence, aussi aux allergies donc saisonnières. On en parlera avec des représentantes de l'association qui seront parmi nous ce matin. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un duo justement qui représente alors une institution qui veille au grain par rapport à la réhabilitation du vieux bâti de l'Algérois. Donc Alger a bénéficié depuis 2013, donc depuis une décennie, d'une grande opération de réhabilitation et de ravalement des façades et entre autres. Donc le détail, on l'aura avec notre représentante de cette institution gouvernementale, Leïla Kharbouch en l'occurrence, qui est architecte, mais aussi Hanan Arhar, elle est ingénieure en génie civil chargée des projets. Alors, dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Hamza Djellab, qui vous a habitué certainement pour les plus fidèles à des conseils aussi précieux les uns que les autres concernant le décor intérieur. Et puis, nous terminerons avec une note de sport avec Sid Ahmed Bouraïb qui nous fera le compte rendu des journées précédentes concernant bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi le sport chez nous de manière générale. Merci d'être avec nous. Merci pour votre attention et tout de suite, on va tous vraiment prêter oui à Amel Laribi qui va nous donner les nouvelles du ciel sans plus tarder. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. ونصنع la météo avec Amel également. Ça va Amel? Ça va? Oui. Ça va. Moi j'ai envie de modifier ce slogan comme ça à la fin, de mettre une chute avec votre nom. Et... Why not? Voilà, ça fera plaisir à vos fans en tout cas. Merci. Ça va Amel? Ça va Nadia. Oui, comment s'annonce cette journée s'il vous plaît? Elle va être belle. Oh, c'est bien. Malheureusement. Voilà, vous allez vous faire des ennemis si vous continuez Amel. Oh non, je crois pas, non. Je pense que les gens attendent trop la pluie que... Oui, on espère bien sûr, c'est la saison. On connaît tous les changements climatiques actuels, donc exactement. À travers la planète tout entière, mais en tout cas, que nous disent les cartes et les symboles qui sont dessus? Allons-y. Donc, merci Radia, bonjour à tous et bon réveil. Et pour aujourd'hui, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé sur la région de l'ouest d'ouest, sur la région du nord d'ouest en est. Mais toutefois, le ciel se voilera, mais progressivement sur l'ouest en fin d'après-midi. Au sud, toujours rien à signaler, du soleil partout. Vers le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, le Egher Tassili et l'extrême sud.
Eh bien, les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu des températures assez élevées, mais plus à l'ouest. Le maximum 26 degrés du côté de Tlemcen, 25 à Tiaret, 24 degrés à Oran, 22 à Alger, 20 degrés Tizi Ouzou, également Constantine, Sétif, Annaba, 18 degrés à Al-Bayad, également Batna, 15 degrés seulement à Djelfa, au sud 22 degrés à Bécha, Gardaya, Ilizi, Taman Rasset, 23 à Biskra, 21 du côté de Janet, 24 à Tindou, 26 à Adrar, 27 à Ingezem et enfin 28 degrés le maximum à Borj Beti Moukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes, d'ouest en est, des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre, les vents seront variables et 40 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest. Et bien sûr, en termes de avec l'éphéméride pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h20. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Thank you, my friend. You're welcome. J'espère que vous passerez une agréable journée. En tout cas, Excellente j'espère journée. aussi vraiment de tout cœur que le climat et le temps soient cléments avec nos frères Razaouis. Inch'Allah. Voilà, parce que des fois, c'est vrai que la météo peut accentuer leur précarité. Exactement, Et vraiment, oui. on leur souhaite vraiment de passer une agréable journée malgré ce qui se passe. En tout cas, du point climatique, du moins. Inch'Allah. Voilà, donc et justement pour eux, rien que pour eux, donc nos pensées, nos prières ce matin, notamment aussi à travers la chanson qui accompagne ces prières. Aujourd'hui, nous avons choisi la voix de Rola Qadri pour interpréter donc une chanson dédiée à la Palestine, La Toubali ya Gaza. أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته
C'était la belle voix de Rola Qadri qui interprétait à l'instant La Toubali à Gaza. Et sur cette chanson s'est installé notre premier invité aujourd'hui. Il s'agit de Saïd Hadjloum, fondateur et président d'un groupe de seniors très actif. Il a créé donc ce groupe qu'il a baptisé plutôt Senior Travel DZ. C'est bien cela. Bonjour d'abord, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup et bonjour à tous les seniors. Oui, bonjour à tous les seniors, où qu'ils soient. Au démarrage de cette émission, je disais, mais j'étais vraiment sincère, que j'étais ravie de présenter cette séquence avec vous et de parler de vos activités qui vraiment vous rendent un peu plus connus que d'habitude, on dira. Merci. Merci, c'est grâce à tous les membres, c'est grâce à mes collaborateurs que je remercie vivement. Oui. Notre groupe SeniorTravel.dz a été créé le 24 septembre 2021. On a fait la première rencontre des premiers membres le 20 mars 2022. Très bien. C'était quelques mois après après la création. L'idée a germé. On s'est retrouvés au jardin d'essai. Puis on a commencé. C'est-à-dire dès le départ, vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable. C'est surtout le groupe a été créé dans le but de faire sortir les retraités, si je dois dire comme ça, mais les seniors en général, de la monotonie quotidienne, parce que là, on sait que nos retraités, dès qu'ils sortent du travail, dès qu'ils quittent le travail, ils se retrouvent, c'est la monotonie, ils n'ont plus rien à faire. C'est même déprimant pour certains qui sont habitués à l'activité, qui sont dynamiques d'origine. C'est ça, et ce groupe a été créé dans ce sens, pour que l'on puisse les faire sortir et les faire découvrir notre si beau pays. On a des endroits magnifiques à voir. Absolument. Oui, on a un pays continent qui présente tous les reliefs possibles et imaginables. On a le nord, on a le sud. Avec notre groupe, avec nos membres, on a fait presque toute l'Algérie. On a visité le nord, le sud, l'est, l'ouest, presque tous les villages de Tizi Ouzou, Béjaïa. Très bien. Et surtout tous les villages qui ont été primés, comme il y a un concours qui se fait annuellement. Oui, absolument, du côté de Tizi Ouzou. On a visité presque tous les villages, le Sahel. Le village le plus beau cette année, c'était lequel? Tizouine. Tizouine, on l'a visité une semaine après qu'il soit promu meilleur village, le village le plus propre. On a visité Béjaïa aussi, pas mal de villages. On a fait la corniche du côté de Béjaïa, Djidjel, époustouflante. Oui, on a fait Cap Carbone, la brise de mer Béjaïa. On a fait le barrage Irzaroftis. On a fait les cascades de Kefrida. C'est génial. Vous connaissez beaucoup mieux le pays, j'imagine. Oui, c'est ma raison de vivre depuis que j'ai quitté le travail. Je ne vis que pour ça. Voilà, vous étiez à un cadre supérieur des postes. J'étais inspecteur à la poste d'Algérie. Et depuis que je suis en retraite depuis 2018, je ne fais que ça. Je ne vis que pour mon groupe. C'est ma deuxième famille. Alors, est-ce que dans cette famille, donc, il y a des fidèles uniquement ou est-ce que ça change de configuration? On a des fidèles. Ça, c'est la photo qu'on voit. C'est à Bni Maouch. Génial, à Béjaïa, justement. Oui, à Bni Maouch. C'était lors du festival de la figue sèche. Cette année. Excellent. Donc, vous arrivez même à assister à des événements intéressants. Oui. Et là, d'après la photo, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Alors, dans mon groupe, les hommes, ils sont accompagnés de leurs femmes. Oui. Ça aussi, c'est Bni Maouch. Très bien. Il y a des couples qui sortent souvent avec nous, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Et sinon, le reste, la composition, c'est des femmes. Il y a très peu d'hommes. Oui, j'imagine qu'elles sont munies de leurs appareils ou de leur appareil photo, de leur téléphone et qu'elles prennent. La photo qu'on voit maintenant, c'est la fameuse mosquée de Bordzmoura. Oui. La fameuse mosquée de Bordzmoura, Borj Bahararij. Très bien, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous êtes descendu un peu vers les hauts plateaux. Oui. Ça, c'est la brise de mer, la Cap Carbone, Béjaïa. Super.
Tunisie, la Casbah. Voilà, c'est-à-dire vos voyages ne se limitent pas aux villes algériennes parce qu'il vous arrive même de traverser la On a frontière. fait 2 voyages en Tunisie l'année passée et cette année. Enfin, cette année, on a fait en 2022 une sortie pour 6 jours, 5 nuitées. Comme on a fait l'année passée, on a fêté le premier anniversaire du groupe, il a été fêté à Alger le 24 septembre 2022. On a fait visite de la Casbah. Excellent. Et on a fait profiter nos amis qui connaissent. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne connaissent pas la Casbah. Oui, qui rêvent On a fait d'y une être. visite guidée à la Casbah. Pour ne pas trop les fatiguer, on a commencé la visite d'en haut vers le bas. Parce que sinon, la Casbah, c'est vraiment une montée, c'est pas facile pour nos membres. Et ça a été suivi d'un déjeuner traditionnel et un après-midi musical. Pour fêter le premier anniversaire. Le second, il a été fêté, on a reçu nos amis tunisiens, ils ont assisté avec nous le premier anniversaire, que je salue vivement notre ami Saïda Abaoui, qui est administrateur avec nous dans le groupe. Et le second Elle a été séduite par l'initiative et elle a rejoint le groupe. Connu, elle est arrivée chez nous, marhaba, et depuis elle est avec nous. On a fêté le second anniversaire à Tunis. D'accord. Et elle en a fait beaucoup pour nous J'imagine que satisfaire. c'était son initiative, elle a voulu quand même Oui, il le recevoir fallait, les il le amis. fallait. Pour rapprocher les gens, que ce soit nous les Algériens ou les Maghrébins, on est tous frères, avec nos membres tunisiens. Saïda, elle est juste à mes côtés. Oui. Mohamed. On les salue tous s'ils nous On les regardent salue ce tous, matin, mais en tout surtout, cas, oui. voilà, j'imagine que ça leur apporte énormément de bien, mais c'est aussi, comment dire, voilà, il y a la découverte, il y a le partage, mais il y a aussi, j'imagine, des moments, des anecdotes, des moments de rire, des moments de fou rire Oui, pendant les voyages. je vous assure que durant les voyages, on ne fait que ça. On vit pour vivre, pour profiter de nos moments. Oui. On se retrouve souvent, et je peux dire que j'ai des fidèles, pas mal de couples et de femmes avec nous qui sont très fidèles au groupe. Oui, qui ne craignent pas les randonnées, parce que vous organisez souvent. Non, c'est les des randonnées, sorties- on ne les fait pas parce que nos membres ne peuvent pas faire les randonnées. On en a fait auparavant. Quand je dis randonnée, c'est pendant une visite, on marche un petit peu. Oui, ça, c'est ce qu'on avec fait des quand on fait escales, des voilà. visites, que ce soit des villages en haute montagne ou dans les grandes villes, on marche. Obligé de marcher, Bien sûr, c'est fait Et pour. bien sûr, en tenant compte, j'imagine, de la condition physique de Oui. de On fait des participants, marches que tout le monde peut faire Très ça. bien, très bien. C'est des visites guidées. Au niveau des villages, souvent, on organise des repas ensemble avec les villageois. Et dans les villes, on fait des sorties de la journée. On fait des sorties des week-ends, vendredi, samedi, comme on va faire ça. Demain, Oui. on va partir. Voilà, il y a une sortie de prévue, justement, Demain, le 9, le 10. on va vers Hammam Rabbi à Saïda. Très bien. Nuitée à l'hôtel, juste à côté. Et le lendemain, on va continuer sur Hammam Bouhnifia à Mascara. Et retour le soir. On organise des courts séjours, vu la cherté du Oui, parce que déplacement. c'est des petites bourses. La retraite Oui, le ne retraité permet ne pas peut- de Le voilà, retraité beaucoup de choses. algérien ne peut pas se permettre de faire de longs voyages. C'est pour ça que les voyages de 4 jours, 3 nuitées, on essaie de les espacer 2 mois, 3 mois. Voilà. Comme on a fait la sortie vers l'Est, on a fait Constantine, Skikda, Annaba, Qala, le lac Tanga. Voilà, avec des escales à chaque fois qui permettent de savourer le moment, la journée, etc. Mais c'est vrai que vous avez prévu plusieurs formules qui conviennent aux uns comme aux autres. Donc, la formule week-end, la formule journée, le séjour court. Et pour permettre aussi, parce que, comme vous avez vu, la plupart des membres, c'est des femmes. Des fois, quand il s'agit de la sortie de la journée, on la fait le samedi, pour permettre justement à nos amis femmes de recevoir les enfants et les petits-enfants le vendredi. C'est génial. Et on sort, ça c'est la journée des festivités de l'anniversaire à Tunis. Second anniversaire, à du Tunis. groupe et de l'association. Et pas mal de couples. Moi-même, je voyage avec mon épouse. On fait toutes les sorties ensemble.
Ou, alhamdoulilah, dans l'ensemble, ils sont contents. Même, Quel est l'adhérent ou l'adhérente qui vous surprend le plus quand vous sortez? Surprendre, si. Je ne sais pas, par son humour, par sa vivacité, par son, c'est un ensemble. son entrain. Tout le monde est animé du même engouement. Tout le monde. C'est un ensemble de personnes. Il y a une cohésion entre tous les membres. Il y a une complicité, beaucoup de respect. Moi, j'y tiens énormément à ça. Moi, je ne dis plus jamais mon groupe, je dis ma famille. Oui. C'est une famille. On a créé un noyau de sortie. Notre groupe compte quand même plus de 2300 membres. Ce n'est pas tout le monde qui participe, mais on a une bonne partie qui sont souvent avec nous. Il y a des habitués qui reviennent à chaque fois. Et bien sûr que ça ne peut pas être la même composante. Hein, oui, voilà, fois, on a le quotidien à gérer, on a les familles, on a l'état de santé parfois. Ça, c'est la première rencontre qu'on avait faite le 20 mars. On parlait du jardin d'essai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'était la première rencontre des premiers membres qui ont assisté. Très bien, parfait. Donc pour rejoindre le groupe, il y a une page qui porte le nom de SeniorTravel.dz sur Facebook. Les gens font leur demande d'adhésion et on filtre un petit peu les membres, bien sûr. On prend les gens qu'il faut. Qui sont avec nous. Et il y a une exigence par rapport à l'âge? À partir de quel âge peut-on à partir de 50 ans, un retraité, c'est pas avant. Il y a quelques femmes qui sortent à 45 ans, mais en général, c'est à partir de 50 ans. Ça, c'est au lac Tanga. Oui, Al-Qala. C'est magnifique. Avec le fameux Ali thaïlandais. Oh mon Dieu, avec sa petite barque, il vit toujours, il est toujours vivant. On a fait une visite l'année passée avec lui. Un passionné qui connaît par cœur les espèces. Dommage que le lac, souvent, il est mal entretenu, on peut le dire. Et si vous allez la période où il est sec, aussi c'est... On n'apprécie pas beaucoup, effectivement. On espère qu'il bénéficie de nouveau d'une aide, d'une aide et d'une belle réhabilitation, pourquoi pas. C'est ce qui nous gêne un petit peu, c'est pour les sorties du sud, ça nous revient trop cher vu la cherté des billets d'avion. Mais il n'y a pas des réductions de troisième âge au niveau d'Air Algérie ou les réductions de troisième âge sont vraiment limitées. Et on va demander à Air Algérie de faire un effort. Justement, c'est un appel que je lance pour qu'on fasse cela, pour qu'on puisse pouvoir visiter surtout l'extrême sud. Janet, Taman Rasset, ça il faudrait que ce soit fait en avion. Inch'Allah, oui, parce que c'est trop loin quand même. Taman Rasset est à 2000 km d'Alger, donc oui. On a fait Tarit Bni Abbas, on a fait 15 heures de route. Hein. Oui, absolument. Par route. On a fait Brezina, ce qu'on appelle le fameux Arizona algérien. C'est des endroits magnifiques. Absolument. C'est comme un canyon, mais rougeâtre. C'est un canyon, de la pierre, très éclairé pendant la journée. C'est ça. On a fait un bivouac, on avait passé la nuit là-bas. On vous souhaite en tout cas de connaître beaucoup plus de bonheur avec ces virées. Oui, alhamdoulilah, je le vis. Oui, franchement, ça fait plaisir qu'il y ait quand même un regroupement de personnes d'un certain âge qui maintiennent leur activité par le biais du voyage. Ça aurait pu être autre chose, la musique, mais vous, votre choix s'est porté sur le voyage. La photo, on voit, c'est au sommet des dunes à Tarit. Ça, c'est à Tarit, c'est excellent. Je lance un appel à tous les retraités, s'ils sont disponibles, de nous rejoindre et de pouvoir sortir avec nous. Les sorties, ça ne nous coûte pas très cher, surtout les sorties de la journée, c'est à moins de 2000 dinars. Mais il y a surtout beaucoup d'harmonie, énormément, je vous assure. Beaucoup d'affinité, vous êtes de la même génération. Oui, et je vous dis qu'à chaque fois qu'on reçoit des gens, la prochaine sortie, elle ramène sa soeur, sa collègue, son ami. C'est contagieux, on dirait. Oui, c'est énormément. Alors, ce qui est contagieux pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est SeniorTravel.dz.
Donc un groupe vraiment dynamique que vous pouvez découvrir à travers la toile déjà avant de les rencontrer peut-être ou de partager un moment, un voyage avec eux. On a été ravis de vous recevoir, Saïd Hadjloum. Donc vous êtes le président de ce groupe. Le fondateur. Le fondateur, on dira. C'est vrai que vous êtes des frères et sœurs. Oui, des fondateurs. Voilà. On est tout un ensemble de Très bien, personnes. très bien. On est là pour promouvoir surtout le tourisme local. Et je souhaiterais que tout le monde puisse profiter de ça et de découvrir notre si beau pays. Et puisqu'on est sur la lancée des vœux, notre vœu aussi le plus pieux, c'est de voir Raza revivre à nouveau et renaître de ses cendres, Inch'Allah, gloire aux martyrs de cette prison à ciel ouvert. Et donc tout de suite, on va encore vous offrir une chanson pour pouvoir méditer sur leur sort, sur leurs conditions. Inch'Allah, un cessez-le-feu immédiat. Alors tout de suite, c'est Zayn Abdallah qui nous chante l'emblème de cette guerre qui touche vraiment beaucoup ce peuple meurtri, les Palestiniens en l'occurrence. Zayn Abdallah interprète Shiddu Ba'dkum. يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتب بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتب بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطين ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطين ترابش ما عفتو شدوا بعض Je le disais tout au début de l'émission, tout comme les seniors se préparent à un nouveau chapitre de leur vie, donc à cette insertion dans la vraie vie, les voyages, les plaisirs et ce qui va avec, eh ben, une autre génération se prépare à la vie professionnelle, à tout ce qui les attend dans le marché du travail, etc. Et justement, nous allons tout de suite passer à une autre génération. Ce sont des étudiantes qui viennent de me rejoindre et j'ai nommé là tout d'abord Amira Dambri. Bonjour. Bonjour Amira. Bonjour. Ça va? Vous êtes bien installée, en forme?
Très bien, donc vous allez tout de suite subir le questionnaire de Bonjour d'Algérie. Mais bon, c'est plus une qada entre nous. Et avec justement la charmante Lisa Serine Djahaoussi qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes en seconde année de pharmacie. Oui, je suis en deuxième année pharmacie. Très bien. Et bien sûr, le mot-clé aujourd'hui, c'est pharmacie à travers la CEPA. La CEPA qui est l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Très dynamique, justement, toutes ces étudiantes et tous ces étudiants qui sont adhérents à cette association qui les aide justement, qui les forme pour la pharmacie. Justement, pour ce métier qui est très important, qui est un pilier, en tout cas dans toute société, n'est-ce pas? Exactement. C'est un des métiers les plus importants, surtout dans le domaine médical. Il faut savoir que la pharmacie, c'est un domaine polyvalent. On touche vraiment à tout. Et voilà, donc on essaye par notre association, c'est vraiment de faire connaître notre belle spécialité qui est vraiment très riche. Et voilà, c'est vraiment un ensemble complet du domaine médical. Excellent. Donc, hormis cette promotion, vous participez de façon très efficace et très pratique à l'introduction, à la promotion plutôt de la santé publique auprès des citoyens, n'est-ce pas? Exactement. On essaye déjà par nos campagnes de sensibilisation de promouvoir et d'améliorer la santé ici en Algérie, surtout d'informer les gens, d'essayer vraiment d'améliorer la connaissance des gens auprès de différentes pathologies, des différentes maladies qui existent. Donc l'association est à but non lucratif, n'est-ce pas? Donc ce sont des étudiants qui se sont regroupés à l'instar d'étudiants du monde, parce que la CEPA fait partie d'un groupement mondial, l'IPSF. Donc l'IPSF, c'est ça? L'IPSF, donc je prononce mal, la Fédération internationale des étudiants en pharmacie. Exactement. Donc vous êtes un bel exemple en tout cas. Oui, on essaie vraiment de rendre hommage à notre belle spécialité, d'améliorer de faire connaître notre spécialité, de se préparer surtout au domaine professionnel et par ailleurs promouvoir la santé en Algérie et voilà. Voilà. Amira, vous allez nous parler un petit peu de l'activité la plus proche. Donc vous intéressez à une pathologie en particulier ces jours-ci. L'asthme, en l'occurrence, enfin deux, on dira. Oui. Enfin, l'une influe sur l'autre, on dira. Bien sûr, les allergies saisonnières peuvent engendrer un asthme, n'est-ce pas? Exactement. Donc, actuellement, on est en train de préparer, ou plutôt, on est en... Vous êtes en plein dedans. Voilà. C'est en cours. La campagne est lancée. Voilà, la campagne de sensibilisation sur l'asthme et l'allergie. Donc déjà, il faut savoir que l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants, mais ça ne touche pas que les enfants, ça touche les enfants et les adultes. On est déjà en Algérie, on retrouve 4% des enfants atteints d'asthme, 8% plutôt le contraire. Oui, d'accord, on va inverser les enfants, chiffres. 4% les adultes. Donc c'est important déjà de sensibiliser les gens sur l'importance de faire attention, parce que c'est des facteurs qui enclenchent l'asthme. Donc que ce soit par exemple pour les adultes le tabac, etc. Pour les enfants les allergènes. Donc voilà, il faut connaître bien sûr le terrain allergique auquel est sujet tel ou tel enfant. Bien sûr, c'est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Exactement. Chez lui. Et on essaie justement de leur donner les informations essentielles, d'un peu leur dire voilà, voici les signes, voici les symptômes, voici les facteurs. Donc vous faites attention quand votre enfant ou vous-même vous retrouvez avec ce genre de symptômes, vous allez consulter un médecin, au moins pour pouvoir diagnostiquer, pour ne pas se retrouver à des états plus graves. Le décès. Oui, voilà. C'est vrai qu'un asthme peut mener vers un coma, peut mener vers un décès. Comme vous le dites, à ceux qui sont atteints de cette pathologie, qu'il n'ait pas peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que vous en parlez avec facilité, mais ça demande énormément de préparation, les filles. Exactement. Parce que pour arriver à communiquer avec le citoyen, avec autant d'éléments d'information vérifiés, avérés, vous avez besoin d'un temps de préparation, et c'est ce que vous faites en coulisses, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc c'est toute une organisation. Ça regroupe plusieurs volets. Donc il y a des volets qui sont dans l'ombre, dans les coulisses, et il y a le volet terrain, qui est la santé publique. Donc
le but, ce serait d'organiser au début, voilà, de préparer les informations essentielles qu'on va exposer au grand public à travers nos briefings. Donc, ce serait vraiment de revérifier les informations, voilà, pour Préparer donner un support l'authenticité. image, préparer Oui, aussi bien des sûr. flyers des fois. Voilà, exactement. oui, Donc, que ce soit pour les flyers, le banner, tout ce qui est exposition, tout ce qu'on va donner comme information. Et en même temps, c'est aussi une préparation médiatique. Donc, en quelque sorte, parce qu'on est actif sur les réseaux sociaux, on essaie de donner avec ça quelques informations sur les réseaux sociaux aussi. Donc, que ce soit des stories, des reels, etc. Donc, voilà. Voilà, une campagne menée sur plusieurs fronts, plusieurs supports et essentiellement en tout cas par la présence des éléments de l'association dans des stands qui sont installés dans la rue, n'est-ce Oui, pas? exactement. Voilà, pas seulement la rue, les officines aussi parce que vous êtes en pharmacie. tout Oui. Oui, on essaye vraiment, notre but c'est vraiment d'améliorer la santé publique ici en Algérie, mais aussi de faciliter l'information aux citoyens pour que tout le monde voilà, aille l'information. Voilà, l'accès à l'information facile, la vulgarisation exactement, aussi. La vulgarisation. Et comme, oui, bien sûr, on fait des sensibilisations au niveau des officines. Oui. Voilà, pour encore mieux sensibiliser les Propager l'information. Voilà, exactement. Alors, pour cette campagne, moi aussi j'ai un chat dans la gorge, ça prouve que j'ai de l'allergie. Hein, voilà. Vous allez parler aussi d'allergie, vous allez parler de l'asthme, mais aussi des allergies saisonnières. Vous aussi, vous avez la gorge encombrée depuis tout à l'heure. Effectivement, Donc, oui. vous avez intérêt à vérifier vos allergies. Donc, voilà, vous êtes investi dans plusieurs quartiers de la capitale. Donc, Oui. la place des Martyrs. Voilà, Oui, allez-y. effectivement. Donc on essaie de un peu, comme on a dit, propager l'information, donc vraiment aller dans différentes places, les lieux publics, les facultés, les universités, tout ce qui est comme ça, les officines. Donc récemment, on a fait notre première journée de sensibilisation au niveau de la place des Martyrs, la Casbah, voilà, avec le secteur. Aussi, aujourd'hui, on est au niveau de la faculté de Bouzaréa. Très bien. On va aller aussi au niveau de la faculté de pharmacie et de médecine. Et aussi, la dernière journée, C'est au niveau de la Grande Poste. Voilà. La Grande Poste d'Alger, oui, effectivement. Voilà. Donc ça va, vous vous sentez prête? Est-ce que vous êtes au premier rang ou est-ce que vous êtes parmi les coordinateurs uniquement? En fait, même les coordinateurs se retrouvent au premier rang. Parce que c'est vrai que c'est gérer des membres, mais c'est aussi se mettre dans la peau des membres et vraiment sensibiliser avec eux. Un peu leur donner une idée que quand c'est des nouveaux membres, donc ils viennent de commencer à sensibiliser, on essaie de leur donner un peu Les petites astuces. les petites astuces, Les voilà. petites têtes. Voilà. Très bien. Alors oui, comment vous les aidez par exemple à vaincre le trac? Parce qu'on a le trac hein, quand on va Exactement, parler au oui. public. Comment ça se passe? Ah ben, alors, Ouais, chacune a son astuce. Alors elle va en parler un peu, vous aussi. y a Déjà, pas de on souci. essaye de prendre une personne, Oui. la sensibiliser devant le nouveau membre, lui Oui. dire voilà, attends, je vais te donner un exemple. Il faut prendre comme ça le flyer, expliquer à la personne, lui poser quelques questions. D'accord. Et de façon. Donc vous faites des jeux de rôle. Exactement. Et puis, quand le membre va sensibiliser, je vais aller avec lui et je vais vraiment l'aider de façon qu'il soit à l'aise avec la personne, mais surtout qu'il peut communiquer avec tout type de personnes. Très bien. Car il y a des personnes qui sont bien informées sur l'information, ils veulent ils veulent plus d'informations, approfondir. Découvrir davantage. Et il y a tout. des personnes où ils ne connaissent pas l'information, donc on essaye vraiment de donner l'information nette et de la simplifier au maximum pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, votre prochaine destination, enfin votre prochain projet, je dirais, portera sur la préparation à Ramadan. Oui, c'est ça. effectivement. Ouais. Avec notre campagne de sensibilisation sur les maladies gastro-intestinales. Donc voilà, on essaiera un peu de leur donner des petits conseils. Alimentation, côté nutrition. alimentation, nutrition, phytothérapie aussi. Exactement, la Donc phytothérapie. voilà, c'est un peu, bon, Ramadan, c'est un peu le mois de nourriture, le mois de la bouffe. Donc, Certains vont vous en vouloir. Mais bon, c'est vrai que oui, on aime bien manger Préparer pendant des le Ramadan. bons plats copieux. Voilà, ce qui n'est pas toujours en faveur d'une bonne santé. Exactement. Donc on essaye vraiment Pas tout à fait healthy.
c'est pas healthy, mais en même temps, ça peut engendrer, ça peut déséquilibrer le système digestif et ça peut causer pas mal de maladies. Donc ici, notre rôle, c'est de donner, comme elle a dit Amira, des petites astuces, faire vraiment comment équilibrer son assiette durant le mois de Ramadan, car il faut savoir que le jeûne, c'est un traitement complet pour le corps. Il faut bien bénéficier des bienfaits du jeûne. Et donc voilà, notre but, c'est de dire quels sont les N'allez pas vers les abus. Exactement. Il faut se faire plaisir, car le mois de Ramadan est vraiment sacré, surtout pour nous les Algériens. C'est vrai que c'est un mois qui est assez ando, qui manque le hlabtou, bento. Et oui, Bentou, la solidarité aussi. Exactement. Parce que vous êtes parmi justement tous ces acteurs qui aident et soutiennent les plus démunis. Hein. Vous êtes à l'instar de toutes les associations. Vous êtes une association, bien sûr, à part entière, à but non lucratif, qui aide aussi ceux qui sont dans le besoin. Et justement, on a un volet qui s'appelle Action humanitaire, où on fait chaque mois des actions humanitaires, des visites aux enfants cancéreux. On prépare aussi Rafat Ramadan pour le mois sacré de Ramadan. Et on essaye vraiment c'est vraiment une association complète. On se prépare, mais en même temps, on garde ce côté humain qu'on a. Voilà. Et pourtant, le cursus en pharmacie est des plus durs. Des plus difficiles, n'est-ce pas? Il est long déjà. Il est très long, j'en connais un bout. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est déjà un cursus assez chargé. Mais en fait, c'est ça le but. La CEPA, ça aide un peu à guider l'étudiant et ça lui donne un peu une... comment dirais-je? Dans ce parcours qui est très chargé, très difficile, on essaie de leur donner un peu le côté allez-y, amusez-vous et apprenez en même temps d'autres choses, que ce soit professionnel ou personnel, des skills, tout ce qui est comme ça. Donc tellement c'est polyvalent, tellement c'est diversifié. C'est vrai que parce que ça vous forme, ça vous forme à la vie active future, c'est-à-dire à la vie professionnelle, mais aussi ça vous permet de ne pas être complètement déconnecté par les études de la vraie vie, hein, de ce qui vous attend. Hein. Vous allez faire face à tous ces patients quand vous serez en officine ou dans des hôpitaux et cela dépend de votre orientation, bien sûr. Oui, exactement. Voilà. Bien sûr que le domaine il est assez polyvalent, donc c'est normal qu'on a un programme assez chargé, car on ne pourra pas vraiment bien se former en tout si on n'a pas tous ces modules-là. Mais avec ACEPA, on essaye vraiment, même si c'est une association qu'elle nous permet vraiment de se connecter avec le domaine, de connaître mieux ce qu'on fait, de connaître mieux les métiers qu'on pourra exercer, car c'est vrai qu'il n'y a pas que l'officine, il y a de la biologie, il y a de la pharmacognosie, il y a de la pharmacopée, donc de la pharmacologie, il y a plein de spécialités que moi personnellement je l'ai découvert avec ACEPA. Et en même temps il y a le côté divertissement, on se rencontre entre parce que ça crée, ça réveille en vous l'esprit d'équipe, voilà. Ça encourage les initiatives personnelles. Et il y a aussi des valeurs que vous véhiculez à travers le respect de la dignité humaine, la diversité, etc. Voilà. Moi, tenir certaines responsabilités, le fait de être coordinatrice et gérer une équipe, c'est une responsabilité. Voilà, exactement. Très bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos missions futures dans la CEPA, donc cette association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, qui continue de faire parler d'elle par ses belles actions en faveur de la protection de la santé publique, la diffusion de l'information utile par rapport aux différentes maladies, aux différentes pathologies les plus fréquentes, en tout cas chez nous. On vous remercie d'en avoir parlé avec nous ce matin. Merci à vous. Bon vent, bon vent. Vous serez à la Grande Poste, donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer. Oui, Inch'Allah, on sera à la Grande Poste et aujourd'hui on est présent au niveau de la faculté de Bouzaria. Très bien, parfait. Donc merci à Amira Dembri, merci également à Lisa Serine Djaha. Merci à vous. Donc toutes deux étudiantes en pharmacie et coordinatrices au sein de la CEPA. Merci infiniment. En tout cas, on continue de parler d'autres thématiques dans Mon Jour d'Algérie. Bon, on va fermer votre chapitre, mesdemoiselles. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant, donc tout de suite, on vous offre une virée à Borj Bouarerich pour découvrir un site, ou plutôt un hôtel, moitié hôtel, moitié musée. Donc, une belle découverte que nous propose Naïma Loualish tout de suite, cette vieille maison réhabilitée et puis aussi reliftée pour avoir une nouvelle vocation. Et c'est parti.
Dans le vieux Burj Bou'ararij trône une bâtisse posée là depuis près d'un siècle. Cette maison huppée appartenait à un célèbre médecin dont la descendance l'a cédée il y a 20 ans aux Guichis qui en ont fait un hôtel-musée. Si aujourd'hui Guichy, son propriétaire, a voulu recréer parmi ses murs un décor aussi antique que cinématographique, c'est qu'il est lui-même comédien et metteur en scène. La ville a été achetée par mon père. Moi, je l'ai transformée carrément en hôtel, mais un hôtel-musée. J'étais un collectionneur. Tous les objets que vous voyez ici dans l'hôtel, c'était carrément des objets qui ornaient la maison de la famille, la maison personnelle. Initialement, moi, je suis dans l'art. Et comment, bon, l'art, c'est pas uniquement sur scène. L'art, c'est dans l'âme. On vit l'art, quoi. On le vit quotidiennement. Je vais créer des espaces à thème, par exemple la chambre de musique, la chambre de théâtre, la chambre de la poterie. Et je suis dans cette optique. Il y a des objets que je les ai achetés, il y a des objets qui m'ont été offerts par des gens qui ont aimé l'hôtel. Franchement, je dirais, il y a une grande quantité de ces objets qui m'ont été donnés. J'ai ramené aussi de mon village, l'Aqsor, Tazrot, c'est un village purement amazigh. J'ai surtout la poterie, je les ai ramenés de cette région. Il n'y a pas un coin de mur où ne serait pas visible un poster, des photos noires et blancs, des affiches de films, des portraits d'acteurs mythiques et bien sûr des objets tout droit sortis des limbes du passé. Et cette mallette, pour moi, elle est spéciale parce qu'elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Et cette mallette a été fabriquée dans le village natal de mes ancêtres. Elle a au moins 3 siècles. Ça, c'est un extincteur qui date aussi des années, la fin des années 1800. C'est un extincteur français de l'entreprise Cycli. Voilà. Pourquoi je tiens beaucoup à cet extincteur? Parce que nous sommes la famille Guichy. C'est la première famille qui a créé, je veux dire, l'entreprise des extincteurs dans la wilaya de Borj. C'est un porte-bonheur, tout à fait. Parterre authentiquement fleuri, des reliques à perte de vue. Quand on pénètre cet édifice atypique, l'on se sent coupé d'un monde et relié à un autre par ces objets si anciens qu'il semble que nos regards étonnés les raniment. Voilà, pendant que Naïma Loualish nous faisait découvrir ce bijou et joyau de Burj Bou'ararij, vraiment on a apprécié toutes ces belles collections et cet endroit vraiment qui a connu une nouvelle vocation. En tout cas, le bâti, l'architecture, il en connaît un bout. Il s'agit de Hamza Djellab qui vient de s'installer. On est ravis de le retrouver. Vous êtes architecte, d'où voilà cette petite phrase que je viens de prononcer en faveur de vos connaissances liées à l'architecture. Bienvenue. Merci, bonjour nos téléspectateurs. Toujours ravi et content d'être parmi vous chaque jeudi pour parler de tout ce qui est architecture, décoration, habitation. De tout ce qui est beau en l'occurrence. Oui. Voilà, on va parler des intérieurs et de la manière justement d'optimiser cette beauté, ce charme ou cette harmonie. Hein. C'est ce qu'on recherche en général. Oui, il y a en fin de compte pour réussir une architecture, il y a 3 aspects qu'on doit prendre en compte. Donc il y a entre autres l'aspect esthétique, mais il y a aussi l'aspect fonctionnel et l'aspect technique. Très bien. Aujourd'hui, je crois qu'on va s'intéresser un peu plus à cet aspect. Voilà, le dernier que vous venez de citer, c'est-à-dire l'aspect technique qui est en amont de tout ce qu'on installe par la suite, n'est-ce pas? Oui, en principe c'est ça. Oui. Donc avant d'aller à l'esthétique, en fin de compte, tout se conçoit en même temps. L'idée générale, c'est que pour faire une belle architecture, il faut réfléchir l'architecture en tant qu'un tout et non pas d'une manière fragmentée. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier le fonctionnel de l'esthétique et du technique aussi. Donc, il faut les penser en même temps. Donc l'idéal, c'est de faire appel à un connaisseur, soit un architecte, soit un architecte d'intérieur, un architecte décorateur, un designer. Il faut avoir aussi le bon sens de la vie, le bon sens des choses. Oui. Il y a beaucoup d'architectes de renommée mondiale qui n'ont jamais fait d'études académiques. Oui, ils ont ça dans le sang. Voilà, mais étudier, c'est une science et un art aussi. Oui, donc l'aspect technique est très très important à l'intérieur. Alors vous allez argumenter, vous allez nous expliquer pourquoi. Premièrement, tout ce qui est technique apparaît
Oui. à l'intérieur de nos maisons. Par exemple, un interrupteur, on le voit. Oui. Une prise, un chauffage, la climatisation, on voit tout ça. Premièrement, ça fait partie les conduites de l'esthétique. d'eau, les conduites Voilà. du gaz. Enfin, maintenant, les comme ça. conduites Maintenant, d'eau et on tout ça, encastre beaucoup. Voilà, sauf le gaz. Hein. Le gaz, il doit être apparent parce que c'est comme ça, c'est un peu dangereux. Donc, non seulement tout ce qui est technique apparaît à l'intérieur, mais aussi il faut que ça fonctionne bien. Imaginez, vous avez un endroit, une habitation très très bien décorée avec les meilleurs matériaux, les matériaux nobles et tout ça, mais il y a des fuites d'eau, il y a des coupures d'électricité, donc on n'a pas le confort. Donc le confort, entre autres, doit être technique aussi. Je l'ai toujours dit qu'il faut avoir tout un dossier technique pour chaque corps d'État. J'entends par corps d'État, donc tout ce qui est courant fort, courant faible, chauffage, climatisation, plomberie, etc. Donc c'est tout un dossier à fournir. Hein. On a vu dans notre expérience dans les chantiers, après avoir fait la peinture, mais les tableaux, toute la décoration, les rideaux, tout ça, il y a de l'électricité qui saute par là, il y a des fuites d'eau par là, donc on se retrouve dans un espace... Donc l'idéal, c'est d'avoir le schéma de son installation électrique faite par un professionnel. Bien sûr. On n'a pas ça, c'est vrai, hein, oui, en général. Il y a un schéma pour l'électricité, hein. Il y a un schéma pour la plomberie, il y a un schéma pour la climatisation, il y a des notes de calcul pour ne pas avoir un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement. Par exemple, vous avez une chambre de 4 mètres sur 3 mètres, il y a des calculs pour avoir le bon climatiseur. Mais le meilleur des choses, hein, c'est d'avoir une climatisation naturelle, une aération naturelle. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'architecture bioclimatique. Mais ça, c'est quand on a comment dire, une habitation individuelle, quand on a sa propre maison, etc. Oui, même si Mais quand on est dans un ensemble architectural, une promotion immobilière ou alors... Vous voulez parler d'appartements? C'est-à-dire que tous les appartements sont prêts déjà. Oui, même s'ils sont prêts, c'est à l'architecte de faire en sorte que ça entre dans le confort, la zone de confort de l'être humain. Ça doit être réfléchi à la base, j'imagine, par bien sûr. Immobiliers. Même si on nous donne un appartement orienté vers le nord, là où il n'y a pas le rayon solaire, il n'y a que l'éclairement, l'architecte, avec les couleurs, les textures, le choix des matériaux, leur réflexion par rapport au soleil, tout ça, il doit faire en sorte que notre maison soit agréable et là où on peut bien vivre. Et qu'on puisse bénéficier de l'ensoleillement. Voilà, très bien. Donc on a en fin de compte les CES et les CET. C'est quoi les CES et les CET? Les CES, c'est les... Je suis incapable de répondre. Donc on a les corps d'état secondaires et les corps d'état techniques. J'entends par les corps d'état techniques donc tout ce qui est électricité. Courant faible, ça veut dire les caméras de surveillance, le contrôle d'accès, la détection d'incendie, le réseau informatique, le réseau téléphonique, le réseau de la télé aussi, tout ça. Ça, c'est le courant faible. Le courant fort, c'est plutôt l'électricité, donc les câbles, les tableaux électriques, les prises, l'éclairage, tout ça. On a aussi le chauffage et la plomberie. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, si vous permettez. Allons-y. Concernant l'encastrement des conduites. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut les encastrer. Il faut faire la nuance entre encastrement et écrasement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Vous parlez de quelle conduite en particulier? Les conduites, entre autres... Pour le chauffage? Non, le chauffage et la plomberie. Hein. Ils cassent le mur, ils emboîtent toutes les conduites, et ils font le rebouchage, c'est ça? Ça, c'est pas de l'encastrement. Ça, c'est l'écrasement. L'encastrement, c'est-à-dire on a des fourreaux ou des canaux comme ça, qu'on fait là où on fait passer toutes les conduites. S'il y a un problème, on peut les retirer, les réparer et les remettre. Ça, c'est l'encastrement. Il y a un système pour ça. Il y a un système. Donc, il faut pas qu'il y ait aussi des soudures à l'intérieur. Hein. La soudure, c'est un point faible. Donc, il y a un risque de... Donc, il y a toute une méthode de travail pour qu'on n'ait pas de problème. Une fois on y habite, hein, on habite notre maison, c'est très difficile de refaire tout ça.
n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Donc il faut vraiment y réfléchir en amont et vérifier Oui. que ce soit un appartement ou une maison individuelle. Voilà, oui, même Il faut un petit appartement. vraiment vérifier tous les aspects. Tous les Donc, aspects. l'idéal, c'est d'aller vers qui? L'idéal, voilà, Pour se donc, faire aider. il faut se faire aider par un bureau d'études pluridisciplinaire. Très bien. Donc il y a l'architecte, il y a aussi les gens qui font les CET. Donc il y a les gens spécialisés pour la climatisation, hein, pour la plomberie, pour tous les corps d'état techniques. Hein. C'est tout un dossier. Un dossier technique, un dossier esthétique, les 3D, tout ça avec les détails d'exécution, un côté fonctionnel. C'est faire de l'architecture, c'est pas quelque chose de simple. Très bien. Donc, alors pour pour le côté CES, c'est plutôt l'habillage des sols, l'habillage des murs, l'habillage des plafonds. D'accord. Parce qu'à l'intérieur il y a trois composantes. Il y a les sols, il y a les murs et il y a les plafonds. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le sol? Disons les sols souples, les sols durs, par exemple. En parlant des sols durs, j'entends les sols naturels, par exemple les marbres, les granites, le quartz, tout ça. Il y a aussi la dalle de sol, il y a le compacto, il y a... Comment les choisir? Quelle dimension qu'il faut mettre dans un endroit ou dans un autre endroit. D'accord. Il y a un aspect esthétique, bien sûr, mais il y a aussi un aspect technique. D'accord. Maintenant, si on a peu de rayons solaires... C'est-à-dire que les épaisseurs, par exemple, en parlant du sol, les épaisseurs sont importantes? Voilà, très bien. D'accord. Si on est dans un sol hautement fréquenté, par exemple, pour les espaces publics, par exemple, où on a un sous-sol où les voitures peuvent accéder. Donc le type de sol diffère bien sûr. Donc non seulement l'esthétique, mais le fonctionnel aussi. Maintenant, si on va transporter, acheminer un rayon solaire là où on veut, il faut que la dalle de sol, par exemple, soit brillante et claire. Pour les réflexions. Voilà, Très pour bien. les réflexions. Excellent. Donc pour le choix, ce n'est pas seulement un choix esthétique, hein. Il y a un choix technique aussi qu'il faut associer au choix esthétique pour faire une belle architecture. Alors, donc on a aussi l'habillage des murs. Hein. Oui, qu'en est-il des murs? Voilà, l'habillage des murs, il y a la peinture, il y a le papier peint, il y a maintenant beaucoup de matériaux. Hein. Pour la décoration, on a l'MDF, l'HTF, on a l'HPL. Pour les gens qui ne connaissent pas l'MDF, c'est Medium Density Fibrous. Donc c'est des copeaux de bois mélangés à une résine et pressés avec une certaine densité. Et il y a aussi High Density Fibrous qui est HDF. Bon, ça c'est pour juste d'accord, mais c'est vrai qu'on a affaire à ce jargon au quotidien, mais on ne sait pas, voilà. On ne connaît pas vraiment au fond. Comme la BA13, tout le monde connaît la BA13. B, c'est bord. Oui, ce sont des cloisons qu'on utilise, voilà, c'est ce que je sais. Voilà, les cloisons, il y a aussi les faux plafonds. On parle ici des faux plafonds fixes. Très bien. Il y a aussi pour le traitement mural, il y a maintenant les murs végétalisés, là où il y a de la végétation. Oui, bien sûr. Voilà, c'est très beau aussi. Hein. À utiliser en intérieur ou en extérieur? On peut les utiliser les deux. Voilà, les deux. D'accord. Mais il y a les plantes diffèrent, bien sûr. Il y a aussi les murs en pierre, il y a aussi les murs d'eau. Je dis toujours qu'il faut faire pénétrer les trois composantes de la nature au maximum à l'intérieur pour avoir un espace très agréable, qui est la lumière du jour, l'eau et la verdure. Mais ces matériaux de décoration ont un aspect technique aussi dans le sens, dans leur choix. On les choisit aussi pour une certaine isolation acoustique. Si on a besoin d'une correction acoustique, pour éviter les réverbérations et tout ça, et non seulement pour l'esthétique. Donc c'est bien que le concepteur, ça sera quelque chose d'idéal, quand le concepteur, le prescripteur pour votre maison, il touche à tous ces aspects. Donc non seulement technique, parce que quand on met un panneau par exemple en MDF dans un mur, on a, c'est vrai, le côté esthétique. Mais faut-il qu'il nous fasse aussi un travail, qu'il nous touche l'aspect technique aussi. Si on le met, c'est beau, et en même temps, il nous isole des bruits extérieurs, ça sera meilleur.
Donc on ne choisit pas seulement les matériaux par leur esthétique. Donc il faut être accompagné par un Donc spécialiste. l'idéal, c'est d'avoir une combinaison des deux dès le départ. Exactement. Oui. Même pour les plafonds. Hein. Il y a les plafonds fixes, et il y a les plafonds démontables, il y a les plafonds éclairés, pas éclairés, voilà, avec l'éclairage indirect, direct et tout ça. C'est pour ça que je dis toujours, il faut prendre tout ça en tant qu'un tout, c'est très très important. Donc faire la 2D et puis la relever en 3D pour avoir une image qui nous plaît, ça ne suffit pas. Il faut un dossier, tout un dossier technique pour ne pas avoir ce genre de problème. Pour que la maison soit vraiment fonctionnelle, comme vous le disiez, qu'elle n'ait pas de soucis, mais en même temps qu'elle soit agréable voilà, à vivre. Il y a des gens aussi qui nous posent la question. Est-ce qu'on opte, est-ce que c'est meilleur d'opter pour le chauffage centralisé, chauffage central au mur ou le chauffage au sol? Donc pour les choisir, donc, il y a aussi un impact financier. Donc il faut qu'il y ait un rapport entre tout ce qui est financier. Oui. Parce qu'il y a un J'allais vous dire, parfois ça coûte cher, hein, autant de spécialistes, autant d'expertise, ça pourrait faire reculer les plus... Si on cherche une architecture non énergivore, c'est-à-dire une architecture qui consomme moins d'énergie et on a un maximum de confort. C'est ça. Donc, pour avoir quelque chose de bien et de beau. On dépense au départ, mais après, on économise sur le long terme. C'est voilà, pour ça qu'on parle de l'efficacité énergétique. Très bien. Qui donne aussi l'aspect du confort de l'être humain à l'intérieur. Merci pour toutes ces bonnes idées. Merci pour ces conseils, justement. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent ce matin pourront profiter justement de cette orientation s'ils sont en pleine réflexion par rapport à leur construction ou alors à leur installation. Merci infiniment à vous, Hamza Djellab. Rendez-vous est pris pour jeudi prochain pour d'autres conseils liés justement à l'aménagement de vos intérieurs et bien sûr à toute cette gestion de nos intérieurs et de nos décors. Voilà, très bien, merci. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui sont avec nous. Dans un instant, d'autres invités vont suivre. Mais avant, je vous invite à écouter cette chanson en hommage à la Palestine. Mais notre rédacteur en chef, Yazid Aït Mahiddin, est présent pour en parler, toujours avec beaucoup de cœur également. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça passe bien? Alhamdoulilah. Ça va. Surtout quand on brise le silence et qu'on parle de la Palestine. Oui, c'est clair, parce qu'il y a même sur le plan des algorithmes, ils veulent imposer une seule voix, ils veulent imposer un seul point de vue, en fait, même si aujourd'hui ils ont créé les chatbots, etc., les agents de conversation, et on va leur demander par rapport à l'occupation de la Palestine par Israël, ils vont répondre avec des oui, mais attendez, etc. Mais si on parle des crimes d'Israël aussi, ils vont trouver des explications et tout. Donc même les algorithmes, même le monde digital aujourd'hui, il est partial, il est carrément pro-sioniste en fait. Absolument. Et je voulais aujourd'hui revenir en fait à cette implication des Algériens pour la Palestine, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date en fait de bien avant 1948, parce que beaucoup d'Algériens sont installés, comme on voit sur ces images, à Safad. Safad, c'est dans le Galil, donc avec la frontière avec le Liban, en Galilée. Donc en fait, ces Algériens qui ont subi le déracinement aussi par la France coloniale, déjà après la révolte de 1871, beaucoup d'Algériens, notamment ceux de la région de Tizi Ouzou, ils sont installés donc dans cette région de Safad Haïchoum, donc dans la région de Galilée. Ils ont commencé à faire de l'agriculture de montagne, etc. Donc à faire ce qu'ils faisaient en Kabylie. À essayer de s'adapter à faire un peu ce qu'ils faisaient, les arbres fruitiers, l'olivier, etc. et tout. Et eux aussi, ils ont vécu en fait
carrément la Nakba. Oui, la Nakba, ils ont vécu la Nakba. C'est des familles donc, qui sont venues de Bni Douala, des Ouadia, du côté de Tigzit, etc. C'est les familles Aït Ahmed, Meziane, Bouadou, dans un village qui s'appelle Aït Bouadou, El Haddad, El Menouar, Zerrouk. Haddad, c'est la famille Haddad parce que vous savez qu'après 1871, il y a eu quand même. Ils étaient parmi les résistants. Oui, la France coloniale a opté pour le délitement des élites, le déclassement, et carrément, ils ont cassé toute la chaîne confrérique, toute la chaîne de solidarité communautaire, etc. Et ils se sont retrouvés avec beaucoup de noms ont été carrément changés, etc. Donc voilà en fait pourquoi ils se sont retrouvés dans. On sait que certains ont été carrément. Oui, déjà l'émir Abdelkader s'est installé avec sa famille et à ce moment-là au niveau de Fechem. Oui, voilà, on est toujours dans la même région. Oui, dans la même. Donc il y a les familles Aït Yahya, Aït Bouadou, El Haddad, El Menouar, Zerrouk, Aït Ahmed, Meziane, et dire que il y avait des résistants qui sont morts, il y avait des batailles, la bataille de Oued al-Arous, la bataille de Ras el-Marj, la bataille, il y avait des martyrs, C'est, par exemple, nous avons Mouh Jema'a, qui est mort pour la Palestine, pour la terre. Il y a eu Saïd Saleh, il y a eu Saïd al-Arifi. Donc, ce sont des Algériens qui, déjà en 1948, se sont battus contre le sionisme et contre cette machine de guerre qui commençait à s'installer comme un cancer dans ce corps qui était la Palestine. Et par la suite, il y a aussi beaucoup d'Algériens qui ont milité pour la cause palestinienne. Et on voit là un ancien collègue de la télévision algérienne qui s'appelle Sid Ali Mazouane, et qui était fidaï à l'âge de 15 ans. Il a été fidaï contre la France coloniale. C'était un enfant de la Kasbah et qui était un agent de liaison et qui a fait beaucoup comme un enfant. Il était là, mais il rendait service. On le voit là, on voit d'autres noms, d'autres icônes de la résistance. Mais je voulais insister sur Sid Ali Mazouane, qui lui, il était à l'âge de 15 ans, il était fidaï de la révolution algérienne. Il était à la Kasbah, donc il a côtoyé donc les milieux nationalistes dès 15 ans. Et c'est grâce à lui que des papiers passaient d'une main à une autre, arrivaient à bon port, et même les armes, ils transportaient des armes, etc. Les enfants à l'époque étaient comme ça. Et on peut écouter un petit extrait de son témoignage par rapport à ce qu'il avait fait en tant que fidaï à l'âge de 15 ans. Et donc, à Troyes, on allait à la rue Sidi Mohamed Chif. Il y avait habituellement, je voyais quelques magasins ouverts pour nous, gamins qui passaient acheter des bonbons. Pas ouverts. C'était vide. Il faisait beau. C'est vrai, c'était un après-midi ensoleillé. Sans crier gare, des militaires qui surgissent de nulle part et qui gueulaient, criaient « Allez, descendez, qu'est-ce que vous faites ici? Allez, vive la France! On va à l'école, pas d'école. Descendez plus bas, c'est vers la place actuellement, place des Martyrs, et le square. Et... On ne voulait pas, moi j'ai dit, mais on va à l'école à coups de crosse. On nous donnait des coups de crosse dans le dos pour nous faire marcher à 3. Bon, quelques mètres plus tard, les militaires sont partis. Et nous, on a rebroussé chemin. Vous savez, ils ont amené par camion entier des gens qui venaient de l'intérieur, hein, avec les fusils sur la tempe. Hein. La plupart ne sont pas venus de leur plein gré. Il y a eu des gens ils ont participé. Donc voilà, c'était le témoignage, comment il a vécu alors qu'il était écolier, tout gosse, et comment ils ont subi... À peine adolescent, 15 ans. Oui, ils ont subi la répression coloniale, mais par la suite, il a subi la torture. Il a été torturé. Il a été torturé dans des centres de détention du côté de différentes casernes, notamment
à une caserne qu'aujourd'hui est le siège d'une école des sourds et muets du côté du Télémli. Donc il raconte bien. C'est un peu comme les adolescents Ghazaouis qui subissent vraiment tous les affres de cette colonisation barbare, qui usent de torture contre des enfants qui sont aussi emprisonnés malgré eux et sans jugement, ah oui, ils vivent aujourd'hui à un autre Guantanamo, en fait. Les enfants palestiniens, les détenus palestiniens, ça, c'est notre dossier. C'est vraiment, ce qu'ils vivent aujourd'hui. Les enfants de la guerre, un petit peu se ressemblent entre les nôtres et les nôtres. Oui, c'est pas uniquement les enfants de la guerre, mais de la guerre coloniale, de la guerre d'occupation. Et on voit aujourd'hui comment ce grand monsieur Sid Ali Mazouane, qui par la suite est travaillé régisseur, réalisateur à la télévision, parce que le documentaire, c'était un documentaire intitulé Chronique de guerre d'Algérie. On a pris juste un extrait de ce documentaire, et que par la suite, il a épousé la cause palestinienne. Et par la suite, il s'est retrouvé dans le groupe de Mohamed Boudia, une autre icône de la résistance palestinienne. Et il fréquentait un peu la rue des Écoles où il y avait cette fameuse maison d'édition palestinienne où Odile Loison était une femme qui était là à soutenir et à tisser des liens entre toutes les volontés contre le sionisme. Et parmi eux, c'est Dali Mazouane qui était là et qui était aussi dans le groupe de Septembre Noir, où ils ont tout fait pour dénoncer le sionisme, pour dénoncer, comme l'a fait Mohamed Boudia, qu'on voit ici, qui a été assassiné par le Mossad en 1973. Et puis on a parlé également de Leila Nordine, la fille de Cheikh Nordine, qui elle aussi était journaliste à l'agence de presse palestinienne Wafa et qui était une des martyrs aussi. Oui, une martyre morte au Liban, donc suite à un bombardement israélien. Et puis Khaled el-Jazairi, donc dont le nom est Boukerchar, du côté de Boudouaou. Et on a eu M. Ebaouni de Boumerdes qui est venu raconter l'histoire et le récit, la story de ce grand militant anti-israélien, Khaled el-Jazairi. Donc en fait, tous ces noms, en fait, c'est des icônes anti-sionisme depuis les années 70, puisque Alger, dans les années 70, comme disait Amilcar Cabral, était la Mecque des révolutionnaires. Donc en fait, voilà, je voulais juste aujourd'hui revenir sur le parcours de Sid Ali Mazouane. On parlait beaucoup de choses à dire en fait sur le parcours de Sid Ali Mazouane, parce que la famille déjà c'est une famille révolutionnaire. À travers toutes ces personnalités que vous avez citées, Yezid, on peut aussi rendre hommage à tous ces Algériens tombés au champ d'honneur lors des guerres des 6 jours, entre autres en 76, 73, en 73, donc qui se sont déplacés, qui ont vraiment... Oui, c'est l'engagement de la République algérienne contre le sionisme et contre Israël depuis, j'ai dit depuis 1948, puisque des Algériens déjà sont morts dans des batailles Oued Arouss ou Ras El Marja, etc. Donc c'est déjà depuis 1948. Et puis en 1973, oui, les Algériens étaient impliqués déjà depuis la Nakba, donc voilà. On peut même remonter plus loin et aller jusqu'à Salah ad-Din et bien sûr Abou Madiane qui était à ses côtés. Abou Madiane Chouaib, Sidi Abou Madiane, oui, merci pour la référence historique, oui, c'est vrai. Sidi Abou Madiane aussi, il était... avec ses troupes aux côtés de Salah ad-Din. Oui, absolument. Voilà. Mais là, on parle en fait d'une guerre coloniale et comment l'Algérie, qui a une tradition de lutte contre le colonialisme, et comment elle a convoqué son histoire pour s'opposer à ce cancer qui appelé sionisme. Oui, sionisme, voilà. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Yazid. Merci. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont avec nous et qui viennent peut-être de nous rejoindre, qui se demandent ce qu'il va y avoir pour cette dernière séquence. Eh bien, cette dernière séquence sera consacrée au sport. Ce sera après cette chanson en hommage à nos amis palestiniens.
rejoindre ce matin. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Radia. Ça va? Comment vont nos Ça va. sportifs de Canal Algérie? Bon, ça va. Toute on l'équipe est se avec, porte bien. Très bien, très bien. On suit l'actualité. Absolument, absolument. L'actualité la plus brûlante, c'est bien sûr toujours cette Coupe d'Afrique des Nations, donc, qui a connu ses deux demi-finales hier. Exactement, on a assisté à deux belles affiches, d'abord entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ça s'est joué à Bouaké à 18h heure algérienne. Si on résumait ce match, on dirait que c'était une histoire de penalty, puisque après une première mi-temps vierge 0 partout, le Nigeria a ouvert le score en deuxième période sur penalty. L'Afrique du Sud a riposté aussi sur penalty. C'était à la toute dernière minute du temps réglementaire. Donc, voilà ce qui a poussé les deux équipes à aller jusqu'au tir au but, c'est ça. Donc on voit d'abord l'égalisation sur penalty des Sud-Africains. Après 90 minutes de jeu, j'imagine leur stress sur le terrain et aussi sur les bancs avec leurs coachs respectifs. On voit plus l'attention sur les bonnes touches que sur le terrain. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, Sid Ahmed. Donc voilà, et le Nigeria gagne les tirs au but. La séance de tir au but 4-2. Qui fait toujours peur aux footballeurs, même s'ils ont de l'assurance, mais c'est un moment tellement difficile. Il y a tellement de pression. Juste pour l'anecdote, le joueur sud-africain qui a inscrit le penalty égalisateur a raté son tir au but. Vous voyez, tout est permis dans ce moment fatidique. Quelques heures plus tard, c'était au tour du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Qui s'accroche, la Côte d'Ivoire. Exactement, la Côte d'Ivoire qui était au bord de l'élimination. On s'en souvient tous. Au premier tour, exactement, à 90%, on va dire, la Côte d'Ivoire était éliminée, le pays organisateur. Et c'est le football, hein. C'est le football, c'est les règles du football. Et ils ont cru en leur chance et ils arrivent. Ils ont créé la surprise hier encore en se qualifiant à la finale. Très beau but, c'était à la 65e minute de jeu. Donc la délivrance de l'entraîneur. Et même des responsables de la fédération. Donc on va avoir droit à une finale entre deux grands de ce continent, Côte d'Ivoire, Nigeria. On rappelle que les deux équipes se sont déjà affrontées lors du premier tour. La victoire est venue au Nigeria. Mais attention, après la phase de poule, c'est une autre compétition qui débute. Et c'est une autre Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'ont pas dit leur dernier mot. Ils l'ont prouvé à chaque étape. C'est une autre Côte d'Ivoire qu'on voit. Et les éléphants qui vont essayer de décrocher leur troisième trophée devant leur public. On imagine que le stade d'Abidjan va être plein à craquer avec les supporters ivoiriens. Absolument. Le Nigeria, par contre, va essayer de décrocher une quatrième CAN. Donc, respect pour les Nigérians, mais c'est vrai que la pression sera surtout côté ivoirien, dans la mesure où c'est le pays organisateur. Exact. Donc, ça peut se jouer autrement. Hein. Tout est permis. Exactement. On a vu que c'est grâce à cette force du public que la Côte d'Ivoire est arrivée jusqu'en finale lors des tours, les précédents tours, les tours à élimination directe. Donc ça sera, on rappelle, à 21h dimanche, à 21h, Côte d'Ivoire, Nigeria, finale de la CAN. Samedi, il y aura le match de la troisième place, ça sera entre la RD Congo et l'Afrique du Sud, donc les deux éliminés qui vont essayer de se consoler avec sa troisième place. Donc on tourne la page de la CAN, on va revenir au championnat national avec le déroulement ce week-end de la 16e journée du championnat avec deux beaux matchs. Donc demain vendredi à partir de 15h45, il y aura Mouloudia Doron à Sochleff, en Tom de City USM Khenchla à 16h45 et Shabab Belouzdad USOuf au 5 juillet, ça sera à partir de 18h. Samedi, il y aura aussi d'autres belles affiches, USM Alger Paradouassé, JS Kabylie NC Magra, US Biskra, JS Saoura et CS Constantine Mouloudia d'Al-Bayad. Le match du leader mouloudéen qui devait affronter l'US Ben Aknoun a quant à lui été reporté à une date ultérieure. Oui.
Quand on va tourner la page football, on va parler d'autres sports, et notamment le basketball, où on va jouer la 14e journée du championnat national de première division avec Ombouagui qui affronte Ouled Chbel à partir de 15h. Le Nasr Houssindaï affronte l'OS Borj Bouaririj, le Wydad Boufarik affronte le PSL Alma. D'autres confrontations, USM Alger, US Sétif, USM Blidar, Ouiba CB, CSC Gué de Constantine Khadraria, NB Stawali Dar El Beda, Mouloudia d'Alger, CR Benissaf. Toutes ces rencontres vont se jouer demain. Il y aura également du hand avec le déroulement de la 13e journée du championnat national. Dans le groupe A, l'Olympique Mernia affronte Ain Touta, Mouloudia Saïda HBC El Biar, CRB Mila Olympique Annaba, ES Arzou Olympique El Oued, IC Ouergla MB Batna, ES Constantine Shabab Ziro Youssef. Pour le groupe B, le NRKG Alger affronte la JSE Skikda, le CR Borj Bouaririj affronte le HB Shalom El Aïd, Mouloudia d'Alger CS Bir Morad Raïs, une belle affiche. MC Ouatlilet JS Saoura, Metlili AB Berika et Alger Centre, Mouloudia de Borj Bouaririj. On a fait le tour. Ça va, vous avez donné en un temps record le programme de ce championnat, donc qui se poursuit et qui met en liste toutes les belles formations en local. C'est important de rappeler les matchs, puisque pour les salles de sport, l'accès est gratuit. Donc allez voir du hand, du basket, c'est vraiment... Il faut encourager, tous ces talents de sport. Exact, tous les sports. Effectivement. Pas que le beaucoup. Football. Merci. Vous avez terminé, On a fait le tour. Voilà, merci infiniment. Voilà, merci et bon vent pour tous nos amis sportifs. Quant à la famille justement de Canal Algérie, elle sera endeuillée aujourd'hui après la disparition de notre chère collègue Sophia Chouban, donc qui est décédée ce matin, qui a rendu son dernier souffle, qui est partie discrètement après une belle carrière de journaliste, autant dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle. Donc elle a une belle carrière parmi nous en qualité de reporter et vraiment c'est avec beaucoup de regrets que je vous annonce son départ pour un monde meilleur, Inch'Allah. Allah yarhamha wa yussa aliha. La levée du corps se fera donc après Salat al-Dohr vers le cimetière de Garidi. Donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamha. Au revoir. Adieu, Sophia. Voilà qui est dit. Merci à tous ceux qui nous ont prêté attention ce matin. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes. خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته آثار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار لن نخضع لن نركع لن نركع لن نخضع لن نركع